22 millions de kilomètres carrés, un territoire qui s'étend des frontières de la Pologne à la mer du Japon et plus de 290 millions d'habitants à son apogée, l'Union soviétique a longtemps été considérée comme l'un des deux pôles du monde. Et sa chute brutale en 1991 a laissé place à une Russie hantée par la nostalgie de sa grandeur passée. Depuis, un homme incarne une volonté de revanche, j'ai nommé Vladimir Poutine, intervention militaire en Géorgie en 2008, annexion éclair de la Crimée en 2014, invasion massive de l'Ukraine en 2022, il affiche sans complexe son ambition, ramener la Russie au rang d'empire et restaurer son influence internationale. Alors les conséquences pour l'Europe pourraient être nombreuses, mais elles pourraient aussi mettre en péril la Russie. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'en profite pour vous faire une grande annonce. Vous l'avez peut-être vu notamment sur Instagram. Je suis très heureux de vous l'annoncer. J'ai sorti une bande dessinée et spoiler, elle porte justement sur la question de la Russie. Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'accès et le travail des journalistes en Russie, il est très difficile dans la situation actuelle, d'autant plus quand dans mon cas par exemple, mais je suis loin d'être le seul, eh bien j'ai été en Ukraine ces 2 dernières années pour des interviews et pour réaliser un documentaire. Pourtant l'histoire de la Russie, elle est absolument essentiel à comprendre et à connaître. C'est donc pour cette raison qu'on a décidé d'en faire une bande dessinée entourée d'un scénariste qui s'appelle Chris et d'un dessinateur que vous connaissez peut-être lui aussi qui s'appelle Cocopello. Vous allez pouvoir me suivre à travers les époques, rencontrer des figures marquantes du pays et mieux comprendre finalement ce qui se joue sous nos yeux actuellement. À une époque où Vladimir Poutine prolonge son discours impérialiste, comme on va le voir dans cette vidéo, et instrumentalise l'histoire de la Russie pour tenter de justifier notamment son invasion de l'Ukraine, cette BD, elle va justement permettre de revenir sur le sujet, loin des discours ou de propagande, de voir aussi les mythes qui persistent et de voir tout cela donc de façon la plus factuelle possible, le tout appuyé et vérifié par un comité d'historiens. Alors Hugo Décrypte en Russie, cette bande dessinée, elle est disponible à partir du mardi 4 novembre. J'ai très hâte que vous puissiez la découvrir. Ça fait près de 3 ans qu'on travaille dessus maintenant et donc je vous mets dès maintenant toutes les informations en description pour que vous puissiez la découvrir. Et à noter au passage que c'est le premier numéro d'une collection donc qui sera annuelle. L'idée c'est que chaque année on puisse se plonger dans une thématique et dans un sujet différent. Imaginez, nous sommes en 1991. En l'espace de quelques mois, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui a tenu tête aux États-Unis pendant la guerre froide, disparaît. Du jour au lendemain, cet immense territoire se retrouve éclaté en 15 pays indépendants. L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Biélorussie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine et bien sûr la Russie, la majorité des nouveaux États prennent leur distance alors avec la Russie. Pour beaucoup de Russes, c'est un choc immense, sans compter la crise économique majeure qui touche le pays. Mais pour Vladimir Poutine, qui arrive au pouvoir au début de l'an 2000, c'est un traumatisme. Il le martèle d'ailleurs en 2005, la chute de l'URSS est, je cite, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Pour que vous compreniez bien, à la chute de l'Union soviétique, la Russie va perdre plus de 5,5 millions de kilomètres carrés et près de 25 millions de russophones, désormais citoyens d'autres pays. Et pour Vladimir Poutine, cette situation, elle est intolérable. Quelques mois après son arrivée au pouvoir en 2000, il rétablit l'hymne soviétique avec de nouvelles paroles. Quelques années plus tard, il va aller jusqu'à réhabiliter des figures comme Joseph Staline. Et à partir de 2014, il fait la promotion d'une histoire nationale glorifiée où la Russie est présentée comme le rempart de la civilisation face au chaos occidental. En fait, Vladimir Poutine a un grand projet. Il veut redonner à la Russie la place forte et puissante qu'elle avait au XVIIIe siècle, à l'époque des tsars, autrement dit les anciens souverains russes. Et ce plan, il n'est pas seulement fondé sur la force militaire ou sur la reprise de territoire, même si évidemment c'est un point important que l'on va voir juste après. En fait, Vladimir Poutine s'appuie sur une opposition claire à ce qu'il présente comme étant des menaces à la civilisation russe et à ses valeurs. Il dépeint les pays occidentaux comme des adversaires hostiles qui cherchent à affaiblir la Russie. Ils sont vus comme décadents et moralisateurs, faisant notamment la promotion de valeurs progressistes sur le genre, la sexualité ou encore la diversité. Bref, des valeurs présentées par le pouvoir russe comme une déstabilisation morale, sociale et identitaire, par opposition donc aux valeurs traditionnelles que Vladimir Poutine souhaite mettre en avant. Un tel discours, il a des conséquences directes en Russie. On peut penser par exemple à la répression des personnes LGBT par plusieurs lois récentes en Russie. On peut penser évidemment aussi
aussi au recul d'un point de vue démocratique au fil des années, mais tout cela alimente aussi un projet d'expansion territoriale. L'une des notions clés aujourd'hui pour comprendre la philosophie de Vladimir Poutine, notamment en Ukraine, c'est la Novorossiya, ou alors Nouvelle-Russie en français. C'est une philosophie qui remonte au XVIIIe siècle, à l'époque des tsars justement. La Nouvelle-Russie, c'est en fait le nom d'un ancien territoire de l'Empire russe qui correspond aujourd'hui au territoire des régions ukrainiennes de Mykolaïv, Odessa et Kherson, ainsi qu'à une partie de Donetsk. Et ce concept de Novorossiya, de Nouvelle-Russie, il a été vraiment réactivé par Vladimir Poutine, surtout après 2014, pour l'annexion de la Crimée, on va en parler, et il sert à justifier l'invasion de l'Ukraine. Cependant, vous l'imaginez, cette vision, elle est très fortement contestée en Ukraine, qui revendique une histoire distincte et une souveraineté claire sur ses territoires. Ça fait partie d'ailleurs des sujets qu'on a eu l'occasion de développer dans cette bande dessinée pour mieux comprendre la question de la relation entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, pour terminer sur ces quelques mots de contexte sur la vision du président russe, Vladimir Poutine s'oppose aussi de façon importante à l'élargissement de l'OTAN. L'OTAN, on en a beaucoup parlé dans nos formats, c'est cette alliance politico-militaire occidentale menée principalement par les États-Unis, dont fait partie la France. Et là où certains pays baltes et d'Europe de l'Est voient dans l'OTAN une garantie de sécurité après des décennies de domination soviétique, la Russie de son côté y voit une forme de provocation, une forme d'encerclement. En gros, ce qui est perçu comme une protection à l'ouest est interprété comme une agression à l'est. Et pour Vladimir Poutine, la Russie doit donc impérativement contrôler une zone tampon autour de ses frontières pour sécuriser son territoire et pour sécuriser son influence. Et encore une fois, pour les actions militaires, on en parle après. Mais les discours ne suffisent pas à restaurer un empire. Pour passer des mots aux actes, Vladimir Poutine mobilise plusieurs stratégies: la langue, la religion, l'armée, la guerre hybride ou encore les alliances stratégiques. Mais tout cela ne se fait pas sans risque. Ruski Mir ou monde russe, c'est l'autre concept qui est vraiment au cœur du plan de Vladimir Poutine. Pour faire simple, l'idée c'est de rassembler tous les Russes et russophones qui se sont dispersés dans les anciens territoires soviétiques. La langue russe est vue comme un pilier, quelque chose qui doit absolument réunir tout le monde. D'ailleurs, en 2021, Poutine signe un décret qui facilite l'obtention de la nationalité russe pour les russophones de l'ex-URSS. Vladimir Poutine s'appuie aussi sur l'église orthodoxe russe, le patriarcat de Moscou. C'est devenu un véritable pilier du pouvoir qui présente lui aussi la Russie comme le dernier rempart de la civilisation traditionnelle face à l'Occident. L'Occident qui serait donc, selon la Russie, complètement décadent. Et c'est très important à noter puisque cette alliance en fait entre l'État et l'Église, elle permet vraiment de légitimer le projet impérial de Vladimir Poutine en lui donnant en quelque sorte une dimension spirituelle et morale. Mais au-delà de ça, pour que sa vision du monde russe devienne réalité, Vladimir Poutine va s'appuyer sur plusieurs moyens d'action. Le premier évident, c'est donc la question de la guerre et de l'annexion. Vladimir Poutine recourt régulièrement à la force militaire, ça je pense que vous en avez plutôt entendu parler ces quelques dernières années. Il n'hésite pas à intervenir chez ses voisins dès qu'il estime que les intérêts de la Russie sont menacés. L'exemple le plus marquant, c'est celui de l'Ukraine évidemment, mais avant ça, il y a un exemple important à connaître, c'est le cas de la Géorgie. C'est un cas que l'on évoque là aussi dans la bande dessinée, mais en août 2008, la Russie va intervenir militairement en Géorgie. La Géorgie qui à l'époque souhaite se rapprocher de l'OTAN. La Russie déclare alors vouloir protéger les populations russophones des régions séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Et en 5 jours, tout cela va aller très vite. L'armée russe va repousser les forces géorgiennes, puis reconnaître l'indépendance de 2 territoires. Depuis ces 2 territoires, ils sont de facto sous contrôle russe, sauf qu'ils ne sont pas reconnus internationalement comme des zones indépendantes. Elles sont juridiquement considérées comme des territoires géorgiens qui sont actuellement sous occupation. C'est donc un exemple majeur, mais la Russie ne s'arrête pas là. Dans la foulée de la chute d'un président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych, la Russie va lancer en 2014 une opération éclair. Et cette opération, elle est absolument marquante et essentielle à connaître. Ça s'est passé en Crimée, une presqu'île située dans le sud de l'Ukraine. En Crimée, en l'espace de quelques jours, les troupes russes vont donc prendre le contrôle du parlement local et des infrastructures stratégiques. Un référendum est rapidement organisé, il aboutit
à l'annexion de la région par la Russie malgré l'illégalité du vote dénoncé par la communauté internationale. Énormément de pressions vont alors pousser les habitants à adopter la citoyenneté russe. Ceux qui ne veulent pas devenir russes sont privés de droits civiques essentiels comme le droit de propriété ou encore l'accès à la santé, et certains ont même été poussés à l'exil. Les documents administratifs, les passeports, les plaques d'immatriculation ou encore les diplômes scolaires délivrés auparavant par l'Ukraine, ils sont remplacés par ceux de la Fédération de la Russie. Bref, en l'espace de quelques semaines, la Russie a mis la main sur la Crimée. Mais l'exemple le plus marquant, évidemment, c'est le 24 février 2022, le jour où Vladimir Poutine lance une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Alors je vais pas vous faire tout le déroulé de la guerre en Ukraine depuis 2022, on en parle régulièrement sur la chaîne, on a fait aussi un documentaire sur place. Mais en Ukraine, la Russie a mené de nombreuses attaques meurtrières contre les civils, comme à Boutcha ou encore à Mariupol, des actes de torture, des enlèvements d'enfants qui ont été dénoncés par l'ONU et qualifiés comme étant des crimes de guerre par de nombreuses ONG. Et la Russie a commencé à occuper des territoires dans l'est et le sud du pays, elle a imposé des administrations pro-russes. Là encore, la Russie a utilisé la même stratégie plus ou moins qu'en Crimée, elle a organisé des référendums dans ces régions-là, des votes qui sont largement considérés comme étant truqués selon la communauté internationale. Ils ont finalement mené l'annexion, ce qui veut dire qu'ils sont désormais totalement coupés du gouvernement ukrainien et soumis à la russification, à l'intégration forcée et à une présence armée constante. Ça, c'est donc l'une des stratégies évidemment majeures de Vladimir Poutine, la question de la stratégie militaire. Mais sur cet aspect, est-ce que la Russie souhaite aller plus loin? Eh bien, c'est là en fait toute la question, elle provoque aussi des vifs débats. Est-ce que la Russie souhaite aller plus loin, envahir ou attaquer d'autres pays? Si oui, où? Sous quelle échéance? En a-t-elle les moyens alors que la guerre en Ukraine se poursuit? C'est un sujet à part entière, on pourrait faire une heure et demie sur cette question-là. C'est un sujet qui est important mais qui est complexe, où aucune réponse dans tous les cas binaire n'aurait de sens, d'autant plus qu'il faut comprendre que c'est des questions qui se posent dans des logiques parfois de communication de part et d'autre. Ce qui est sûr tout de même, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'alertes au sein des pays européens ces dernières semaines, et on a eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises. C'est pas donc le sujet spécifique de cette vidéo, mais je vous mets des liens directement en description si vous voulez creuser le sujet, notamment d'autres vidéos qu'on a fait là-dessus, et on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Mais la Russie ne se limite pas à l'usage des armes, elle utilise aussi ce que l'on appelle la guerre hybride. Cette approche, elle vise à affaiblir ses adversaires sans recours direct et massif au combat. Et attention, évidemment, la Russie n'est pas le seul pays à recourir à ce type de pratique, mais elle l'a développé de façon importante ces dernières années. Le premier exemple de cette guerre hybride, ce sont des cyberattaques ciblées contre des infrastructures critiques. On peut penser à des institutions gouvernementales ou encore à des systèmes électoraux. Et on l'a observé en Ukraine, en Estonie ou dans d'autres pays occidentaux. Ces opérations, elles visent évidemment à créer le chaos, à déstabiliser les États et à voler parfois des informations sensibles, le tout sans réellement déclencher de conflits ouverts. L'un des exemples les plus marquants pour comprendre de quoi on parle ici, c'est celui de l'attaque de NotPetya en juin 2017. Ce virus informatique attribué par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne à des hackers russes, il s'est propagé à travers le monde en exploitant une faille dans un logiciel ukrainien. Résultat, les systèmes d'entreprises comme Maersk ou encore FedEx ont été absolument paralysés pendant des jours, avec des pertes estimées à plus de 10 milliards de dollars. Autre pilier majeur de la guerre hybride, perturbé via des actions qui viseraient à susciter des tensions au sein des pays visés. Alors ça peut prendre absolument plein de formes, ça peut prendre la forme de propagation de fausses informations ou d'influence sur les réseaux sociaux, mais ça peut prendre aussi parfois des formes qui sont méconnues et qui sont pourtant essentielles à comprendre. Par exemple, en France, des têtes de porc ont été découvertes devant plusieurs mosquées de Paris le 9 septembre 2025. Selon les autorités, cette opération pourrait avoir été orchestrée depuis l'étranger avec des liens fort probables vers des services de renseignement russes. Autre exemple, encore en France, des étoiles de David ont été taguées début 2025 sur plusieurs bâtiments et synagogues par des personnes arrêtées et soupçonnées là aussi de liens avec des réseaux russes. Et évidemment, les actes anti-musulmans ou antisémites, ce sont des réalités malheureusement en France aujourd'hui. Mais ces actions auraient justement pour objectif de continuer à attiser des formes de tension
en menant des actes de cette façon-là devant des mosquées ou des synagogues. De leur côté, les autorités russes rejettent systématiquement ces accusations. Et d'ailleurs, il faut tout de même noter que ces incidents signalés, ils ne sont pas toujours directement attribuables à la Russie. C'est donc assez difficile pour le pays victime de réagir de manière décisive sans prendre trop de risques. Et à noter au passage, c'est toujours très important d'apporter de la nuance à ce genre de choses. Ces opérations, quelles qu'elles soient, elles ne sont pas toujours des succès. Leur impact réel par ailleurs, il est toujours très difficile à estimer et à mesurer, que ce soit dans le cadre d'élections ou autres. Et donc certes, c'est des choses qui sont importantes à évoquer, mais c'est aussi des sujets qu'il convient de manier avec énormément de précaution. Enfin, dernière stratégie de cette guerre hybride, la Russie finance et soutient certains partis en Europe qui pourraient lui être favorables, et principalement aujourd'hui des partis à l'extrême droite. Et ces liens, ils ont été documentés, que ce soit par des enquêtes de médias, mais aussi par des rapports et des enquêtes d'institutions, notamment du Parlement européen avec un rapport sur l'ingérence russe qui a été publié en 2022. Et pour les exemples récents les plus marquants, il faut se tourner vers l'Allemagne et l'Autriche. Certains partis comme l'AfD en Allemagne ou encore le FPO en Autriche, deux partis d'extrême droite, entretiennent des liens étroits avec la Russie. Pour l'AfD, un scandale a éclaté en 2024 autour d'un député soupçonné d'avoir reçu 25 000 € de Voice of Europe, un réseau médiatique pro-Russie, pour diffuser en échange de la propagande pro-russe avant les élections européennes de 2024. Par ailleurs, une enquête du journal Süddeutsche Zeitung et de radio et de télé publique WDR et NDR ont révélé qu'une agence de désinformation basée à Moscou menait depuis 2022 une campagne pour favoriser la montée de l'AfD en répandant de fausses informations en permanence sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, pour le FPO en Autriche, le parti a lui-même signé un accord de coopération avec le mouvement Russie Unie dès 2016. Et d'ailleurs, plusieurs dirigeants de ce parti ont participé à des déplacements en Russie et exprimé leur soutien à la politique du pouvoir russe. Bref, l'objectif de la Russie avec ce rapprochement, il est clair, mettre en avant des discours sceptiques à l'Union européenne, des discours anti-OTAN et anti-libéraux, des discours qui en soi sont des opinions politiques qui existent à l'échelle de l'Union européenne, mais qui seraient donc favorables à la Russie. A noter au passage que le Rassemblement national avait aussi été pointé du doigt pour avoir accepté un prêt d'une banque russe en 2014 pour un montant total de 9,4 millions d'euros. Le RN avait répondu de son côté avoir sollicité une banque en Russie car aucune banque en France, selon eux, ne voulait leur prêter de l'argent. Cependant, pour rester factuel, l'argent ne provient pas directement du gouvernement russe et le parti a finalement remboursé ce prêt dans son intégralité en 2023. La Russie, de son côté, n'a pas caché ces dernières années son soutien au RN, à en croire notamment ce tweet du ministère des Affaires étrangères russe à quelques jours des élections législatives de 2024 où l'on voit une photo de Marine Le Pen triomphante, un soutien que Marine Le Pen avait retoqué et qualifié d'ingérence. Aujourd'hui, certains élus restent proches de la Russie, par exemple Thierry Mariani, un eurodéputé du Rassemblement national et avec des positions proches du pouvoir russe. Alors on a parlé de guerre et d'annexion, de guerre hybride, mais pour mettre en place sa vision, Vladimir Poutine s'appuie aussi sur des alliances stratégiques car il est conscient des limites de l'isolement de la Russie. Le partenariat Russie-Chine, il est vraiment au cœur de cette stratégie. Malgré des différences persistantes, la Russie et la Chine, ils partagent tous les deux une volonté de contester l'ordre international occidental et disons les choses, l'ordre international mené par les États-Unis. Et cette coopération aujourd'hui, elle couvre aussi bien le plan militaire, économique ou diplomatique. On peut noter par exemple que la Chine est le principal acheteur d'hydrocarbures russes. C'est un allié stratégique aussi en termes de diplomatie sur la scène internationale. Mais en dehors de la Chine, qui est peut-être l'exemple le plus marquant et le plus connu, un traité de partenariat a aussi été signé début 2025 entre la Russie et l'Iran. Là aussi, c'est un partenariat à la fois militaire, économique, énergétique, technologique entre les deux pays. Ces deux pays par ailleurs qui sont soumis aujourd'hui à de fortes sanctions venant des États-Unis et venant des pays occidentaux. Il y a donc face à cela une alliance qui se forme et on l'observe notamment sur le terrain dans les très nombreux drones iraniens. Des drones iraniens qui sont utilisés massivement en Ukraine et qui ont frappé l'Ukraine vraiment de façon massive depuis plusieurs mois. Et puis plus récemment, on vous en a parlé dans notre format des actus du jour, on peut parler de cette alliance assez intéressante à analyser entre la Russie et la Corée du Nord. En juin 2024, les deux pays ont signé un traité de défense mutuelle qui comprend notamment une clause d'assistance mutuelle en cas de guerre. Et ça a pris une forme très concrète puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Russie est actuellement en guerre et donc la Corée du Nord a envoyé directement sur le front en Ukraine près de
15 000 soldats. Et au-delà de soldats, on parle d'armes, notamment d'artillerie et de missiles balistiques, qui viennent donc aider les troupes russes directement sur le front. C'est donc une alliance qui n'est pas forcément inattendue, mais qui est tout de même importante à analyser et à observer actuellement sur le terrain. Enfin, évidemment, et il faut tout de même le noter, l'énergie, en particulier la question du gaz naturel et du pétrole, constitue un levier absolument majeur dans la stratégie d'influence russe, notamment envers l'Europe qui en dépendait fortement. C'était le cas par exemple de l'Allemagne, de l'Italie ou encore de la Pologne. Cette livraison donc de gaz notamment, ça conférait un pouvoir politique très important à la Russie sur l'Union européenne. Alors depuis 2022, cette arme, elle a perdu au fil des années son efficacité puisque l'Europe a tenté de diversifier ses approvisionnements en gaz avec d'autres pays. On pense aux États-Unis, à la Norvège, au Qatar ou encore à l'Algérie. Et donc elle a tenté d'accélérer sa transition. Par ailleurs, on en reparle dans un instant, mais entre-temps, il y a eu les sanctions occidentales, notamment de pays européens, qui ont pu affecter tout ça. Mais ça a poussé donc la Russie à continuer à utiliser cette force et donc notamment donc cette exportation de gaz, mais pour l'exporter vers d'autres pays, notamment pas mal de pays en Asie, dont la Chine. Mais malgré toutes ces opérations, le plan de Vladimir Poutine pour reformer un empire russe fait face à de nombreux risques et à de nombreuses limites. Déjà, depuis l'invasion russe massive de l'Ukraine en 2022, l'armée ukrainienne, elle a profondément évolué. Elle est désormais mieux équipée grâce à une modernisation qui a été accélérée, grâce aussi évidemment aux livraisons absolument massives venant des États-Unis ou encore de l'Europe. Et sur la question de la guerre en Ukraine, c'est très difficile de s'avancer et les choses ne font qu'évoluer. Mais en l'occurrence, il faut tout de même noter que la Russie était partie au départ pour prendre notamment Kiev, la capitale, et prendre véritablement tout le pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas et la situation est globalement figée sur le front ces derniers jours. Autre élément important, je le disais, il y a eu un certain nombre de sanctions économiques de la part de pays occidentaux qui vont frapper le pays. Alors là aussi, il y a beaucoup de nuances à apporter à ces sanctions. Elles ont eu au départ un impact massif, qui ont forcément eu un impact sur l'économie. Au fur et à mesure, la Russie a tout de même réussi à s'en sortir en diversifiant finalement ses partenariats, mais ça reste un élément qui a pu l'affecter au début de la guerre. Mais l'élément peut-être le plus important à comprendre aujourd'hui, c'est le fait que la Russie concentre aujourd'hui une part très importante de ses ressources économiques et industrielles sur la production militaire. Or, cette stratégie, elle peut être problématique, notamment parce qu'elle crée une pression économique et budgétaire très lourde, en concentrant quasiment 40% aujourd'hui du budget national sur les dépenses militaires, selon un rapport récent que je vous mets en description. Eh bien, la Russie, elle crée un déséquilibre budgétaire important qui limite les investissements dans d'autres secteurs, des secteurs qui sont pourtant essentiels comme l'éducation, la santé ou encore les investissements dans les infrastructures. Autre élément important à noter, la Russie traverse aujourd'hui une grave crise démographique qui pourrait menacer la stabilité du pays à long terme. Le pays connaît notamment un exode massif des jeunes qui cherchent des opportunités à l'étranger. Depuis 2022, c'est près d'1,4 million de Russes qui ont quitté le pays selon l'OCDE, fuyant la mobilisation, la répression ou encore cherchant simplement un avenir meilleur. Et résultat, la Russie perd non seulement des soldats potentiels, mais aussi des travailleurs, des ingénieurs, des entrepreneurs. Et la guerre en Ukraine a aussi accentué cette tendance avec des pertes humaines terribles auprès donc de cette tranche d'âge. Et en parallèle à tout ça, la natalité est elle aussi en chute libre. En 2023, le taux de fécondité était de seulement 1,41 enfants par femme. C'est très en dessous du seuil de renouvellement des générations qui est fixé à 2,1. Autrement dit donc, il y a un risque que la population chute au fil des années. Selon les prévisions officielles, la population russe pourrait diminuer d'au moins 15% dans les 20 à 30 prochaines années, ce qui limite forcément la main-d'œuvre disponible, ce qui impacte l'économie et le secteur militaire, et ce qui pourrait donc impacter les ambitions de Vladimir Poutine. Autre point faible que l'on peut noter, c'est la question des technologies. Malgré quelques progrès, le pays il reste très dépendant aujourd'hui de la Chine dans des domaines stratégiques comme l'intelligence artificielle ou encore la question des semi-conducteurs. Et cette dépendance, elle s'explique en l'occurrence en partie par les sanctions occidentales, puisque depuis 2022, l'Union européenne a interdit l'exportation vers la Russie de technologies de pointe. Donc on parle de processeurs, de composants électroniques ou encore de logiciels. Résultat, si la Russie veut rester à jour, elle doit s'allier massivement avec la Chine, au risque à terme de créer une dépendance importante. Alors pour contourner ces sanctions, on l'a dit, il y a eu des nouvelles alliances, il y a aussi la Russie qui développe des stratégies comme l'utilisation
création de navires fantômes. Les navires fantômes, c'est donc des pétroliers qui naviguent sous le pavillon d'autres pays, mais qui en réalité permettent de faire circuler des produits russes. Il y a aussi le recours de plus en plus important aux crypto-monnaies pour échapper au contrôle bancaire. Cela dit, la situation reste difficile. Le ministre de l'économie Maxime Reshetnikov a même reconnu en juin 2025 que le pays était, je cite, au bord de la récession, ce que Vladimir Poutine conteste totalement de son côté. Enfin, la question de ces nouvelles alliances reste à nuancer. Par exemple, le Kazakhstan maintient des liens économiques et politiques importants avec la Russie, mais le Kazakhstan développe aussi des relations importantes avec la Chine, la Turquie ou même l'Occident pour ne pas dépendre uniquement de la Russie. Et si la Russie se retrouve en difficulté économique dans les prochaines années, eh bien ces alliances pourraient être davantage questionnées et certains pays pourraient se tourner vers d'autres puissances. Bref, quand on parle du projet politique de Vladimir Poutine et de cette vision impériale, c'est évidemment très important de comprendre la question des invasions comme ça a été le cas ici en Ukraine. Ces invasions et cette volonté impériale ne datent pas de Vladimir Poutine, elle a traversé les époques en Russie et c'est notamment ce qu'on évoque dans cette bande dessinée. C'est donc important de comprendre ce qui se cache derrière tout ça et c'est pour ça donc qu'on a fait ce livre de près de 200 pages qui vous permettra aussi de mieux comprendre la situation. On a fait en sorte aussi que ce soit accessible à tous, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir le même objectif que sur la chaîne. Si vous êtes déjà intéressé par la Russie, je suis sûr que ça va vous intéresser, mais si à l'inverse c'est quelque chose que vous avez vaguement vu en cours peut-être il y a quelques années ou que vous voyez d'ailleurs en cours en ce moment, eh bien c'est quelque chose qui va vraiment vous être utile. Elle sort donc le 4 novembre, mais je vous mets les liens directement en description pour avoir toutes les informations nécessaires. En tout cas, j'ai très hâte que vous puissiez la découvrir dans quelques jours et que vous puissiez voir tout ça. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.